Bon, et si on crevait un peu l'abcès et qu'on parlait enfin de la vie sur Mars? Non, parce que sans s'emballer et sans minimiser, ces derniers temps, il se passe de gros trucs. Parce que, entre des traces vieilles de 50 ans qui ont peut-être été un peu trop vite mises au rencard et une nouvelle découverte de Curiosity, la question devient de plus en plus brûlante. En fait, on peut même dire qu'il y a trois éléments différents, trois observations complètement sans aucun lien entre elles, qui font penser qu'il y a eu ou qu'il y a encore de la vie sur Mars. Alors évidemment, ce genre de découverte, ça demande pas mal de pincettes et de ne pas trop s'emballer non plus, mais il faut aussi comprendre pourquoi elles sont importantes et pourquoi, cette fois-ci, c'est un peu plus sérieux que par le passé. Bon, sur ce, je vais pas vous faire attendre plus longtemps et on va retourner 50 ans en arrière. Plus précisément, on va remonter en 1976. Alors, ça date un peu, hein, mais cette année-là, les sondes Viking 1 et 2 allaient arriver sur Mars, où elles allaient fonctionner jusqu'en 1980 pour Viking 1 et 1978 pour Viking 2. Au début de l'exploration martienne, la NASA a en effet envoyé à quelques reprises ses missions par deux, afin de maximiser les chances d'un retour scientifique, même en cas d'échec. C'est pour ça, par exemple, que les rovers Opportunity et Spirit ont eux aussi été envoyés en étant chacun une copie de l'autre, juste au cas où. Mais revenons-en à nos sondes Viking. À bord, on retrouve une panoplie d'instruments moins impressionnante que sur les rovers modernes, mais quand même assez jolie. Caméra panoramique, un bras manipulateur, et de quoi analyser à la fois les échantillons et l'environnement. Le bras manipulateur permet en effet de récolter des échantillons, qui sont ensuite finement analysés par l'atterrisseur. Ainsi, en plus d'instruments qui ont aidé à comprendre la météo martienne ou d'y détecter de petits séismes, on trouvait aussi deux spectromètres permettant d'analyser finement la composition des échantillons ramassés et taillés pour y détecter des traces de vie. Sauf qu'à part du CO2 et environ 1% de chlorure de méthyle, on n'a rien trouvé et la NASA n'a pas plus cherché que ça, attribuant le chlorure de méthyle, qui était un petit mystère, à une contamination en salle blanche. Sauf qu'il y a un problème, et il a justement été mis en avant dans un nouveau papier. Déjà, premier point, mais le chlorure de méthyle n'était pas utilisé par la NASA en salle blanche à l'époque. Ensuite, pour vaporiser et pouvoir analyser les échantillons, Viking les chauffait à plus de 600 degrés. Alors ce n'est pas crucial, mais retenez juste que le processus était de brûler les échantillons en les chauffant très très fort, puis d'analyser les vapeurs. Bref. Ensuite, dans la seconde moitié des années 2000, la sonde Phoenix a détecté la présence de perchlorates sur Mars, perchlorates qui sont en gros des sels inorganiques. Bon, ça c'est bien, mais quel est le lien avec la vie, Viking et cette étude? Ce que l'étude montre, c'est que si on chauffe des molécules organiques, qui sont les briques qui composent le vivant, le tout avec des perchlorates, on réplique exactement l'observation de Viking. Et je vous épargne les détails, mais en gros, en se basant sur les données de Viking, cette étude établit une correspondance avec une forme de vie bactérienne à la chimie comparable à celle des plantes qui se base sur le carbone et la photosynthèse. Mais, si c'est très intéressant et que c'est une piste qu'il faudra réellement creuser, c'est aussi la plus bancale des trois que je vais évoquer. Premièrement, Steve Banner, à l'origine de cette étude, est à la fois un grand nom de l'exobiologie et de la recherche de vie martienne, mais on l'a aussi vu faire quelques sorties de route en disant notamment que pour lui, la vie sur Terre viendrait initialement de Mars, avec des bactéries transportées sur des rochers après un impact violent et qui seraient retombées sur Terre. Alors, c'est une vraie hypothèse, attention, mais c'est aussi risqué, assez bancal, et pour le moment il n'y a aucune preuve qui permet de l'étayer. En résumé, disons que l'étude pointe du doigt des défauts dans le raisonnement initial qui sont intéressants et qui auraient permis de passer à côté de la vie, mais il va falloir du temps et d'autres observations pour confirmer tout ça. Mais de toute façon, comme je le disais, ce n'est pas la meilleure piste pour parler de vie sur Mars et tenter d'avancer des certitudes. D'abord, j'en ai déjà parlé donc je ne vais pas m'y attarder trop longtemps, mais il y a le cas de Cheava Falls dans le cratère Jezero. La zone, explorée depuis 2021 par le rover Perseverance, est en effet le secteur idéal pour rechercher des traces de vie passées sur Mars. C'est un ancien lac creusé par un cratère dans lequel coulait une rivière dont le lit est particulièrement visible sur les images satellites. Et Cheava Falls, c'est justement l'endroit où cette rivière rejoignait le lac. Pas étonnant donc que Perseverance observe une abondance de roches volcaniques et sédimentaires, et pour la recherche de la vie, c'est la fête. Par exemple, on sait déjà que la région était riche en argile, argile soupçonnée de faciliter l'apparition et le maintien de la vie primitive. Et ce qui nous intéresse, c'est ce rocher d'à peu près 60 cm sur 1 mètre.
Ici, les taches que vous voyez ont tout pour être des anciennes traces de vie. Sur Terre, il faut en effet une vie bactérienne pour voir ces formations se développer dans des minéraux, et les analyses de Perseverance sont parfaitement compatibles avec des traces de vie passées, fossilisées, indiquant notamment beaucoup de matériaux organiques. Ces roches se sont en effet formées à partir de boue du lit de la rivière, et ce n'est pas difficile d'envisager que s'il y a eu de la vie sur Mars, les boues dans une rivière, c'était le coin idéal. Mais voilà, c'est aussi un peu tout. On sait que ces échantillons sont très prometteurs, mais on manque encore de recul pour s'assurer qu'aucun processus naturel n'a pu, d'une façon ou d'une autre, mener à des tâches similaires sans demander l'apparition de la vie. Alors encore une fois, il faut le dire, on ne connaît aucun phénomène naturel qui mène à l'apparition de ce genre de tâches, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Dans tous les cas donc, pour rechercher la vie, il faut grimper à un niveau supplémentaire, et ce niveau supplémentaire, on l'a déjà franchi. Mais ça, avant d'en parler, si vous cherchez des météorites martiennes ou de la Lune, des jumelles, du matériel astro pour un peu tous les niveaux, des goodies dans le thème de l'espace, vous pouvez faire un tour chez Astroshop via le lien en description. Allez, on continue. J'en avais déjà un peu parlé, mais en 2025, le rover Curiosity a fait une étrange découverte. Elle a été faite dans une roche argileuse, vieille de quelques 3,7 milliards d'années. Alors je sais, c'est énorme, mais il faut savoir qu'à cette époque, c'était justement le moment où Mars était parfaitement habitable, avait une atmosphère épaisse et de l'eau qui coulait à flot. Cette roche, elle a aussi une autre particularité. Elle est lentement remontée seulement au cours des derniers 80 millions d'années. Avant ça, elle était facilement 2 mètres sur la surface martienne, ce qui est justement considéré comme l'épaisseur idéale pour rechercher de la vie. Parce que, et là tout le monde s'accorde là-dessus, si la vie a existé sur Mars, faire le pari qu'elle y est encore relève de la simple logique. Sur Terre, de nombreuses bactéries extrémophiles évoluent et se reproduisent dans des environnements parfois encore plus difficiles. Et disons que, comme Mars a perdu son eau progressivement, la vie a fatalement eu le temps de s'adapter, même si elle a été largement décimée. Et dans cette roche contenant 20% d'argile, le rover a détecté des arcanes argilés, à savoir des chaînes carbonées relativement longues. Alors, pas de panique, je ne vais pas vous faire un exposé de biologie. Retenez juste que ces composés et différentes formes de décanes sont souvent associés sur Terre aux acides gras et produits par le vivant. Mieux encore, ce sont des molécules très instables qui ne pourraient pas survivre des centaines de millions ou des milliards d'années sur Mars et pour lesquelles on n'a encore aucun processus d'origine connu en dehors de la vie. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si c'est de la vie qui les a produits, eh bien, il y avait encore des bactéries il y a quelques millions d'années, ce qui revient littéralement à dire hier aux échelles de temps géologiques. Et là, on franchit vraiment une étape. Les équipes de la NASA, si elles n'excluent pas une origine encore inconnue, ont clairement mentionné encore très récemment, début février, que dans l'état actuel de nos connaissances, le processus biologique est la meilleure explication. Mais ça aussi, il faut encore le relativiser. Et là, c'est intéressant de regarder cette échelle de détection de la vie. Au niveau 1, on a juste un signal ou une détection curieuse. Au 2, on a exclu une contamination sur Terre des instruments de mesure. Au 3 et 4, on essaye de voir si la vie peut le produire, si c'est une signature fiable, et si on a une base solide. À 5 et 6, on a éliminé toutes les hypothèses extérieures, et seulement à 7, on va commencer à réellement parler de trouver de la vie extraterrestre. Alors je simplifie, mais on est ici probablement aux environs du niveau 4,5 ou 5 maximum. Alors ça reste la trace de vie martienne la plus solide à ce jour, mais surtout, ce qui devient intéressant, c'est qu'on n'a pas juste une détection ou un phénomène un peu étrange. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde Mars dans l'ensemble, les indices sont nombreux dans plein de domaines et ça commence à dresser un portrait plus qu'intéressant. Et pour ça, des rovers comme l'européen Rosalind Franklin, qui pourront forer le sol martien, seront justement cruciaux. En attendant, on ne peut que continuer de voir ce qui va arriver, mais disons que les moyens sont limités aussi. Dans tous les cas, c'est important de comprendre que, si on confirme un jour qu'il y a eu ou qu'il y a de la vie sur Mars, ou ailleurs dans l'univers d'ailleurs, ce ne sera pas du jour au lendemain. Ce sera comme ici, une observation atypique, d'autres observations qui pointent la même anomalie du doigt. Ensuite, ce sera confirmation, contre-analyse, et seulement là, on commencera à en parler vraiment très sérieusement. Mais le fait est qu'en attendant, dire qu'il n'y a pas de vie sur Mars à titre purement personnel, je ne tenterai pas. Mais on a encore pas mal de pain sur la planche avant de le prouver, et en attendant, si on peut se réjouir des avancées, il faut aussi les mettre dans leur contexte et se réjouir sans non plus tomber dans le sensationnalisme. C'est encore bien trop tôt pour dire avec certitude on a trouvé de la vie sur Mars,
Mais c'est aussi trop tard pour dire non, elle n'existe pas. Mais bon, tout ça, j'en reparlerai encore au fur et à mesure avec vous, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve dans quelques jours pour de nouvelles doses d'espace.